Le dossier n'était pas avec les autres. Je ne l'avais pas cherché. Un tiroir était entr'ouvert et, apercevant une chemise pareille à celle que je compulsais d'habitude sous le regard ironique de Joseph Le Borgne, je la saisis. Il vit mon geste dans un miroir. Il s'approcha vivement de moi, et je suis certain que son premier mouvement fut de m'arracher le dossier des mains. Mais il se ressaisit. Il balbutia d'une drôle de voix. « Rendez-le-moi !» La curiosité ne va pas sans indiscrétion. Je refusai en souriant. Le borgne était devenu pâle, mais je donnai de cette pâleur une explication toute différente de la réalité. Je supposais que j'avais, enfin, mis la main sur une affaire qu'il n'avait pu déchiffrer ou dans laquelle il s'était fourvoyé. « Vous ne voulez pas me le rendre ?» À cet instant, une coupure de journal reproduisant une photographie glissa du dossier et je constatai avec stupeur que c'était Le Borgne lui-même, mais un Le Borgne différent de celui que je connaissais. Sur le portrait, il n'avait pas 20 ans. Une légère moustache ombrageait ses lèvres. Son visage semblait plus long et des cheveux bouclés lui donnaient une allure romantique. Nos regards se croisèrent et le sien trahit la lassitude, la résignation. « Après tout, » murmura-t-il pour lui-même. Il était trop tard, en effet, pour me cacher le secret de l'étrange dossier, car il m'avait été impossible de ne pas voir, sous la photo reproduite par le journal, la mention « Jacques Sinclair, le jeune assassin de M. Gourdon-Moreuil ». Je m'en voulais de mon refus de rendre le dossier. Je maudissais mon indiscrétion professionnelle. J'eusse donné gros pour n'avoir pas lu les mots terribles, et je regardais piteusement mon compagnon, qui avait gagné son fauteuil favori. « Vous ne vous appelez pas Le Borgne ?» Jusqu'à 18 ans, je me suis appelé Sinclair. Et c'est vrai? J'étais pourpre. Je devais avoir l'air stupide avec, à la main, la chemise dont je ne savais que faire. « Lisez, » soupira-t-il. Il serait trop long de reproduire tous les articles ayant paru sur l'assassinat de l'avocat Gourdon-Moreuil, et je fus obligé pour moi-même, pour mettre de l'ordre dans mes idées, d'en faire un résumé que je crois néanmoins complet. La partie la plus importante de ce résumé est, sans contredit, la biographie de celui qui s'appelait, à cette époque, Jacques Sinclair, et qui est devenu l'énigmatique Joseph Le Borgne. Né à Montmorency d'une famille aisée. Depuis 4 générations, les Sinclair étaient notaires de père en fils. À l'âge de 8 ans, Jacques Sinclair perdit à la fois son père et sa mère dans un accident de chemin de fer sur la ligne d'Orléans, au cours duquel il fut blessé lui-même. La tutelle ayant été confiée à un oncle maternel, celui-ci fit faillite 3 ans plus tard et dut avouer que la fortune de l'enfant était engloutie dans la débâcle en même temps que la sienne propre. C'est alors que le parrain de Jacques Sinclair, l'avocat Gourdon-Moreuil, décida de s'occuper de celui-ci et le mit au lycée Condorcet, où il paya régulièrement sa pension. À 17 ans, Sinclair passa son baccalauréat et, d'accord avec son parrain, se prépara à l'école de droit. Il prit une chambre dans une pension de famille du boulevard Saint-Germain et, dès lors, la tradition s'établit d'un dîner réunissant, chaque mercredi, le parrain et le filleul dans l'appartement de Gourdon-Moreuil, rue Bellechasse. Jacques Sinclair arrivait à 7 heures. Les 2 hommes se mettaient à table à 7h30 et étaient servis par Armand, le seul domestique de l'avocat. À 9 heures, le jeune homme s'en allait car Gourdon-Moreuil ne se couchait jamais plus tard. La biographie de Gourdon-Moreuil n'est peut-être pas moins intéressante. C'était un homme de 52 ans qui avait toujours joui d'une fortune assez coquette. Ayant pris ses grades à l'université, il ne plaida jamais et il ne tarda pas à devenir le prototype du célibataire endurci et maniaque. Toute sa vie, il occupa le même appartement, rue de Bellechasse, et, lors de sa mort, son domestique, Armand, était à son service depuis plus de 20 ans. Gourdon-Moreuil menait une existence régulière. Il collectionnait avec passion les tabatières et les cannes, et il avait aménagé un petit salon en véritable musée, aux murs entièrement tapissés de vitrines. Il ne recevait pas, il n'allait pas dans le monde. Par contre, il lisait énormément, et sa bibliothèque ne comportait guère que des recueils d'anecdotes historiques. Quant au drame,
En voici un résumé établi d'après une douzaine de récits et surtout d'après le procès-verbal de l'interrogatoire d'Armand. Ce mercredi-là, Sinclair arriva à 7 heures, comme d'habitude, mais le valet de chambre remarqua qu'il était nerveux. Aussi, celui-ci n'était-il pas étonné, quelques minutes plus tard, d'entendre des éclats de voix dans le grand salon, où le parrain et le filleul se promenaient de long en large. Gourdon-Moreuil n'avait pas de secret pour son domestique. Armand savait donc que, depuis 3 mois environ, Sinclair avait une maîtresse dont il était fou. C'était une fille de mœurs légères, connue au quartier latin sous le nom de Margot. Le jeune homme qui, jusque-là, n'avait usé que modérément de la générosité de son bienfaiteur, avait fait coup sur coup des folies, et Gourdon-Moreuil avait dû lui remettre à plusieurs reprises des sommes supplémentaires. À 7h30, le dîner fut servi dans la salle à manger, et il se déroula dans un silence d'orage. Gourdon-Moreuil et Sinclair, qui venaient de se disputer, étaient sombres. À 8h, Gourdon-Moreuil et Sinclair rentrèrent dans le grand salon, où une nouvelle discussion ne tarda pas à s'amorcer. Armand, de sa chambre où il se préparait à sortir, perçut des éclats de voix. Il lui sembla que Sinclair menaçait. À 8h30, au moment où il sortait, il entendit derrière lui des pas précipités et le jeune homme arriva à la porte en même temps que lui, après avoir traversé le petit salon, le bureau et l'entrée. À cet instant, on pouvait entendre les allées et venues de Gourdon-Moreuil dans le grand salon. Sortant ensemble, le domestique et Sinclair descendirent l'escalier côte à côte, et Armand remarqua alors qu'un objet volumineux gonflait la poche de son compagnon. Celle-ci était même légèrement entrebâillée, et Armand crut apercevoir l'éclat d'une tabatière en or massif, qui était une des plus belles pièces de la collection de son maître. En vieux serviteur, il était volontiers familier, et c'est pourquoi sur le trottoir, il questionna en mettant sa main sur le bras du jeune homme. « Il vous l'a donnée ?»« Non, je l'ai prise, » répliqua nerveusement celui-ci. « Il le fallait. » Et il s'éloigna en courant presque. Armand passa la soirée au théâtre Montrouge. Quand il rentra, à minuit, la porte de l'appartement était ouverte. Il s'en étonna. Il regretta de n'avoir pas d'arme sur lui car il pressentit un malheur. Il traversa l'entrée, le bureau, pénétra dans le salon aux collections où il trouva toutes les vitrines béantes et vides. Seules les cannes étaient là. Il se précipita dans le grand salon et il s'y heurta au corps de son maître qui était étendu sur le tapis, la poitrine trouée d'une balle. Il n'y avait pas de revolver auprès de lui. Le corps était déjà froid. Armand allait appeler au secours quand des bruits lui parvinrent de la cuisine dans laquelle il se rendit, armé d'un chenet qu'il prit dans la cheminée. Un spectacle ahurissant l'attendait. Jacques Sinclair, les yeux fous, brisait à grands coups de marteau les tabatières de la collection, s'obstinait avec une rage inexplicable à ne laisser de ses véritables trésors d'art qu'un amas méconnaissable de métal. Sa tâche s'achevait lorsque le domestique entra. Il le regarda avec effroi, eut l'air de chercher une issue. Puis, brusquement, après un dernier coup d'œil à son œuvre, il s'enfuit, emportant un morceau d'or gravé qu'il n'avait pas eu le temps de marteler. On ne devait pas le retrouver. D'après certains indices, on supposa qu'il s'était réfugié en Angleterre. Sa maîtresse, interrogée, confirma que le jeune homme avait des dettes criardes et qu'il avait même signé des chèques sans provision. Mais elle jura qu'elle ne savait rien du drame. Dans le grand salon, on ne trouva aucun désordre. Gourdon-Moreuil était mort sur le coup. Il ne s'était pas couché, ni même dévêtu. Hormis la collection détruite, dont on ne put pas identifier les restes, il n'y avait aucune trace d'effraction ni de vol dans l'appartement. Il me reste à signaler le ton indigné des articles qui tous, sans exception, représentaient Sinclair comme un monstre d'ingratitude et réclamaient sa tête au cas où on parviendrait à découvrir sa retraite. Je regardais Joseph Le Borgne, qui était toujours de marbre, et je ne trouvais rien à dire. Je me demandais comment me tirer de cette situation atrocement pénible quand sa voix mate s'éleva, prononçant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il me sembla que cette voix regorgeait d'amertume. Je hasardai. « Vous êtes resté longtemps en Angleterre ?»« 5 ans. Quand je suis revenu,
Je m'appelais Joseph Le Borgne. Il n'y avait pas encore prescription. Je ne voyais pas son visage et, cependant, j'avais l'impression très nette que celui-ci était sardonique. « Je ne m'étais jamais occupé de police ni de mystère », déclara Le Borgne. « Je crois maintenant que c'est cette affaire, où tout le monde pataugea jusqu'au bout, qui m'a donné le goût des enquêtes criminelles. À ce moment, je n'étais qu'un jeune homme quelconque, amoureux pour la première fois de sa vie et prêt à toutes les folies. Comme vous l'avez lu, j'avais fait des dépenses exagérées, signé des chèques. J'étais traqué. Il me fallait 5000 francs le jour même, et mon parrain me les refusait avec des phrases méprisantes à l'adresse de ma maîtresse. C'est alors que l'idée me vint de prendre une de ces tabatières que je comptais non pas vendre, mais mettre en gage, avec l'arrière-pensée de la dégager un jour et de la restituer. J'en avais remarqué une, tout en or, que Gordon Moreuil ne contemplait qu'avec émotion. En sortant, je m'en saisis. Je la poussai dans ma poche et je n'eus pas le courage de mentir au domestique. Il me fallait de l'argent ce soir-là, coûte que coûte. Après, j'aviserai. Il était tard, mais je connaissais un prêteur chez qui je me rendis et qui, après un simple coup d'œil sur l'objet, me le poussa dans la main et me conseilla de ne le montrer à personne. Quelques instants plus tard, j'apprenais la raison de son geste. La tabatière était une pièce historique de grande valeur, volée 1 an plus tôt au musée de Cluny. Ce fut pour moi une révélation. Je compris pourquoi mon parrain ne montrait sa collection à personne, ce qui est contraire à l'habitude des collectionneurs. Je me souvins de certaines autres bizarreries. Je retournai rue de Bellechasse et, dans le grand salon, je me heurtai à un cadavre. Gordon Moreuil s'était tué en découvrant le vol, en se doutant que mon acte ferait éclater la vérité. Son revolver était près de lui. Je l'enfouis dans ma poche. J'étais en proie à une fièvre intense, car j'étais la cause indirecte de sa mort et il était mon bienfaiteur. Il avait volé des années durant, mais n'était-ce pas plutôt une sorte de malade qu'un malfaiteur? Certains hommes poussent ainsi une manie jusqu'au paroxysme. Je voulus sauver sa mémoire. Je ne pouvais emporter toutes les tabatières, et je ne savais pas lesquels étaient des objets volés. J'entrepris de les briser à grands coups de marteau. Armand me surprit, je m'enfuis. Le Borgne me regarda avec un étrange sourire, et il soupira. « Croiriez-vous que c'est ce crime, mon crime, qui est à la base de toutes mes découvertes en matière policière? Il m'a appris une vérité, trop peu connue ou trop négligée. C'est que la logique d'un homme empoigné par un drame n'est pas la logique de ceux qui en lisent le récit dans leur fauteuil, ce que j'appellerais la logique de tous les jours. Donnez-moi donc une cigarette. »